14 ans d'efforts récompensés, la Côte d'Ivoire a atteint le 26 juin dernier le point d'achèvement de l'initiative pour les pays pauvres et très endettés, ce qui a permis au pays d'obtenir une réduction de plus de 4 milliards de francs CFA sur une dette extérieure de 6 500 milliards de francs CFA auprès du FMI et de la Banque mondiale. Lors d'une conférence de presse hier, les autorités ivoiriennes ont précisé que les fonds qui étaient prévus pour le remboursement de la dette annulée seront investis dans des programmes de développement. Cet argent qui devait sortir pour assurer le service de la dette reste en Côte d'Ivoire et peut et doit être utilisé pour financer des programmes d'infrastructure. Alors, infrastructure, c'est des routes, mais derrière les routes, il y a des emplois, il y a des entreprises ivoiriennes qui travaillent, etc. Ça améliore la qualité des populations. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE par la Côte d'Ivoire est pour les bailleurs de fonds le point de départ de la relance économique du pays. Mais la Côte d'Ivoire a encore des efforts à faire pour rembourser ses créanciers privés. La réduction de la dette publique, aussi bien multilatérale et bilatérale, créera un espace financier au niveau du budget de l'État qui permettra de payer la dette privée, car comme vous le savez, les créditeurs privés ne sont pas nécessairement, ne font pas partie de cet arrangement de PPTE. Grâce au programme de désendettement, la Côte d'Ivoire a également obtenu l'annulation de la quasi-totalité de sa dette auprès du Club de Paris composé de 14 pays. Ce montant s'élève à 3 100 milliards de francs CFA. Le programme Pays pauvres et très endettés est lancé par l'action conjointe du FMI et de la Banque mondiale en 1996. La réduction de la dette dépend des efforts de chaque pays dans la lutte contre la pauvreté. Au moment où le Sud-Soudan célèbre le premier anniversaire de son indépendance, à l'agence onusienne de Juba, l'heure est au bilan. Pour Richard Bennett, le pays est sensible aux principes des droits de l'homme et à leur application. Cela n'empêche pas les détentions arbitraires et les mauvais traitements. En ce moment, il y a trop de détentions arbitraires et de mauvais traitements faits aux gens, spécialement par des forces de sécurité et des institutions d'ordre public qui devraient protéger les droits de l'homme. Il souligne également que les droits des femmes et des enfants doivent être renforcés. Pour poser les bases nécessaires à l'établissement d'un état de droit, il est impératif de construire des institutions nationales fortes. Combien de temps cela prend-il d'arrêter de torturer quelqu'un? Seulement 1 seconde. Donc c'est quelque chose qui ne coûte rien et ne prend pas de temps. Ça peut être fait maintenant. D'autres évoluent et l'évolution du pays prendra du temps et exigera la construction de logements et d'infrastructures. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a prolongé la mission de l'ONU au Sud-Soudan pour une durée d'1 an. Son mandat sera axé sur la protection civile et une amélioration de la sécurité dans le pays le plus jeune du monde. Dans une résolution unanimement adoptée, le Conseil encourage la coopération entre la mission et le Sud-Soudan. À Kinshasa, la condamnation de Thomas Lubanga ne laisse personne indifférent. Il écope d'une peine de prison de 14 ans pour avoir enrôlé en 2002 et 2003 des garçons et des filles de moins de 15 ans pendant la guerre civile en RDC. Une première très attendue par les ONG congolaises dont les pensées vont aux victimes de l'ancien chef de guerre. C'est une satisfaction parce que c'est un élément qui vient lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo. Et c'est aussi une consolation aux victimes. La condamnation de Thomas Lubanga est loin de satisfaire les spécialistes des droits de l'homme. Dans l'est du Congo, Thomas Lubanga n'était pas le seul à commettre des exactions dans ce conflit ethnique qui en 4 années fit 60 000 morts. La condamnation, seulement le seul Thomas Lubanga, ça ne suffit pas. Il faut aussi poursuivre toutes les personnes, dont Bosco Ntaganda, parce que c'était lui son chef d'état-major. Et il faut ajouter aussi les personnes qui armaient M. Thomas Lubanga et son groupe. Thomas Lubanga compte aussi des partisans. Des responsables de l'Union des patriotes congolais, son parti, contestent la sentence de la Cour pénale internationale. Nous avons toujours cru à l'innocence de M. Thomas Lubanga parce que le procureur, M. Ocampo, n'a jamais démontré devant le juge par de témoins avérés d'enfants soldats, n'est-ce pas, qu'il prétend avoir été recruté de force. Ça veut dire que vous allez interjeter appel? Tout à fait, nous avons l'intention de le faire. Nous attendons d'avoir le jugement traduit en langue
française. Thomas Lubanga purgera en réalité une peine de 8 ans, le temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux de la CPI étant décompté. En Libye, les résultats des élections législatives du 7 juillet dernier tombent au compte-gouttes. La victoire des libéraux se confirme peu à peu. Les premiers résultats diffusés lundi dernier leur étaient déjà favorables face aux islamistes. De nouveaux résultats préliminaires donnés hier confirment le revers subi par les islamistes dans l'est du pays, une région pourtant considérée comme leur fief. À Benghazi, l'Alliance des forces nationales, le Parti libéral, a enregistré plus de 95 000 votes contre environ 16 000 voix pour le Parti de la justice et de la construction issu des frères musulmans libyens. Le dépouillement des urnes pourrait durer encore 4 à 5 jours. Ce centre reçoit les résultats des élections qui ont eu lieu dans les différents endroits du pays le 7 juillet dernier. Ces résultats sont saisis par ordinateur. Le centre de saisie comprend 120 ordinateurs dédiés à la saisie, à la confrontation des résultats, à la vérification dans le détail, à la deuxième saisie, à la rectification, répartis entre les différents services. Ce sont les premières élections libres dans le pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Les 200 membres du Conseil national général qui sortiront des urnes prendront le relais du Conseil national de transition jusqu'à l'adoption de la future constitution. Accès universel aux services de santé reproductive, c'était le thème de la Journée mondiale de la population. Célébrée chaque année le 11 juillet depuis 1989, la Journée mondiale de la population met l'accent sur l'importance des questions de population dans le contexte des programmes de développement. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le programme de la reproduction des mères, la principale cause de morbidité et de mortalité pour les femmes en âge de procréer dans le monde entier. Quelques 222 millions de femmes n'ont pas accès à une planification familiale efficace, tandis que près de 800 femmes meurent chaque jour pendant l'accouchement. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les États à prendre toutes les mesures pour combler le fossé entre la demande et l'offre des soins de santé et de reproduction. Des pas de danse endiablés, des sketchs ou encore un tableau sur lequel chacun est venu peindre sa désapprobation à la politique française en matière de visa. Nous sommes au centre culturel d'Outasek de Dakar. Ils sont artistes, plasticiens, musiciens, écrivains et autres intellectuels, à venir ainsi dénoncer les nombreux refus du consulat général de France d'accorder des visas à des Sénégalais. Le dernier refus qui fait des vagues est celui dont a été victime le professeur Omar Sankaré. Ce dernier, deuxième agrégé de grammaire française après Léopold Sédar Senghor, devrait aller recevoir une distinction à Paris. Il y a eu beaucoup de cas. Thione Seck, il n'y a pas longtemps, quand même, c'est une icône de la musique sénégalaise. Il se déplace depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut imposer à Thione Seck une autorisation de sortie du ministre, etc. Donc il y a plusieurs cas. Et ceci même, c'est parce que nous savons que le ministre, comme Thione Seck, sont des acteurs culturels. C'est même essayer de mettre en mal le ministre avec une des composantes des acteurs culturels, de la famille culturelle. C'est fustiger l'attitude du consulat de France face au refus de visa du professeur Omar Sankaré, qui, comme on le sait, n'est pas n'importe qui, faisant partie des plus grands intellectuels de ce monde. Le professeur Omar Sankaré, en effet, c'est le seul Africain doublement agrégé. Et ce même professeur Sankaré est le président du jury des 5 continents. Et pour aller en France à cette réunion, il s'est vu refuser un visa, on ne sait comment. Et je crois que ça a été la goutte qui a fait déborder la vase, puisque antérieurement, des célébrités du monde des arts avaient eu les mêmes problèmes de ce refus de visa-là. Aussi victime récente de ce refus de visa, le chanteur Thione Seck demande que le Sénégal prenne exemple sur d'autres pays qui appliquent la réciprocité avec la France en la matière. On doit faire comme le Gabon. Au Gabon, les Gabonais n'ont pas besoin de visa pour aller en France. Bongo l'avait imposé. Quand même. Soit on est indépendant ou bien on ne l'est pas. Les manifestants envisagent d'écrire au président français François Hollande pour protester officiellement, mais en réclamant le départ du consul actuellement en poste à Dakar.